Le principal problème face au rejet est que nous avons tendance à chercher des réponses à l'extérieur. Qu'ai-je mal fait? Qu'est-ce qu'il ou elle ne voit pas en moi? Qu'a-t-il ou elle de plus que moi? Mais, comme le souligne Rolando, cela ne fait que t'emmener dans un cercle vicieux de comparaison et d'autocritique. À la place, la première chose à faire est de t'arrêter et de te demander « Si je m'aimais véritablement et profondément, est-ce que cela me permettrait de ressentir cela ?» C'est un exercice que Rolando utilise et qui a transformé des vies. Toi qui es ici à la recherche de réponses, tu dois écouter ceci. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas peut être l'un des défis les plus douloureux de la vie. Cette vidéo ne sera pas comme les autres. Il ne s'agit pas de consolation vide ni de phrases clichés. Ici, tu trouveras des outils réels, profonds et transformateurs qui changeront ta perspective. Et, ce qui est le plus important, ta relation avec toi-même. Nous allons explorer pourquoi il est si douloureux lorsque quelqu'un ne répond pas à tes sentiments, ce que signifie vraiment l'amour-propre et comment tu peux utiliser cette expérience pour sortir plus fort, plus sûr de qui tu es et plus préparé pour ce que la vie a réservé pour toi. Donc, si tu es prêt, rejoins-moi, car ceci est bien plus qu'une vidéo. C'est un voyage vers ta libération émotionnelle. Reste attentif, car ce que je vais partager avec toi pourrait être un avant et un après dans ta vie. Ce que tu obtiendras à la fin de cette vidéo ne sera pas seulement de la clarté sur comment surmonter cette douleur, mais aussi un plan concret pour te reconstruire et retrouver un sentiment de plénitude. Je te promets que tu ressortiras avec des outils qui non seulement allégeraient ta souffrance actuelle, mais qui feront de toi une personne plus forte et authentique. Je vais te montrer comment transformer ce moment de rejet en le début de la relation la plus importante de ta vie, la relation avec toi-même. D'abord, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Le rejet ne définit pas ta valeur. C'est quelque chose que Rolando Goicoechea explique avec brio dans ses enseignements. Peu importe combien de fois quelqu'un ne valorise pas ce que tu es, ce que tu as ou ce que tu donnes. Ce qui compte vraiment, c'est combien tu valorises tout cela en toi. C'est-à-dire que la perception que les autres ont de toi ne sera jamais plus importante que la perception que tu as de toi-même. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Maintenant, je veux que tu prêtes attention car ceci est clé. Le rejet peut être une opportunité pour te découvrir toi-même. Nous ne sommes pas ici pour minimiser ta douleur, mais pour la transformer. Et cette transformation commence par un choix conscient de qui tu es et de qui tu veux être. Comme l'explique Rolando, ton amour-propre ne dépend pas de celui qui t'accepte ou te rejette. Il dépend de la manière dont tu choisis de t'accepter et de te valoriser chaque jour. Le prochain pas sera de plonger plus profondément dans comment appliquer cela dans ta vie. Mais avant cela, je veux que tu interagisses dans les commentaires. Qu'est-ce que l'amour-propre signifie pour toi? Laisse-le en bas et continuons à construire ensemble cette conversation transformante. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas, c'est faire face à l'une des blessures les plus profondes de l'être humain. Le rejet nous fait mal car il touche des cordes sensibles liées à notre estime de soi et à notre désir d'appartenir. Quelque chose d'inhérent à notre nature. Mais au lieu de le voir comme un coup définitif, nous pouvons utiliser cette expérience comme une opportunité de redécouvrir et de renforcer notre relation avec nous-mêmes. Ce processus peut sembler compliqué, mais les enseignements de grands psychologues comme Jung, Walter Rizzo et Rolando offrent clarté et espoir. Carl Jung disait souvent que l'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et le fondement de toute guérison. Selon lui, la douleur que nous ressentons face au rejet ne vient pas vraiment de l'autre personne, mais d'une déconnexion avec notre propre être. Lorsque quelqu'un rejette ce que nous sommes, ce qui est réellement confronté, c'est notre relation avec nous-mêmes. C'est pourquoi l'autoconnaissance devient un pilier fondamental pour guérir. Tu ne peux pas accepter le rejet de quelqu'un d'autre si tu n'acceptes pas d'abord qui tu es réellement. Rolando Goicoechea, en revanche, va encore plus loin en introduisant une question essentielle que tu peux utiliser comme guide dans ces moments. Si je m'aimais véritablement et profondément,
Est-ce que cela me permettrait de ressentir cela? Cette question n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est un outil puissant qui t'invite à prendre le contrôle de tes émotions et à décider consciemment de ce qui mérite ton énergie. Selon Rolando, lorsque tu fais face au rejet, la plus grande erreur est de te laisser emporter par la narration du manque. Au lieu de penser que tu n'es pas assez bien, utilise cette question pour te rappeler que ta valeur ne dépend de l'approbation de personne. Le psychologue Walter Rizzo, dans son ouvrage « Aimer ou dépendre », souligne que mendier de l'amour est l'une des conduites les plus destructrices que nous puissions avoir. Pour Rizzo, accepter que quelqu'un ne t'aime pas n'est pas se résigner à la perte, mais un acte de dignité. Ne demande à personne de te donner ce qu'il ou elle n'est pas prêt à te donner. Ces affirmations et enseignements soulignent que l'amour authentique ne doit jamais être une transaction, mais une véritable connexion qui naît du respect mutuel. Rolando complète cela, une idée avec une métaphore que tu ne peux pas oublier. Tu es cette Ferrari que tu as tant rêvé d'avoir. Comment en prendras-tu soin? Laisserais-tu qu'il s'oxyde ou le maintiendrais-tu dans son meilleur état? Fais de même avec toi-même, investis dans ton développement, ton bien-être et ton bonheur. Cette perspective transforme la façon dont tu te vois. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de reconnaître ta valeur intrinsèque et d'agir en conséquence. Le rejet réveille également d'anciennes blessures, souvent liées à notre enfance. John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, a démontré que nos premières expériences façonnent la manière dont nous faisons face au rejet dans la vie adulte. Si tu as grandi en te sentant rejeté ou négligé, il est probable que la douleur actuelle réactive ces blessures. Cependant, Rolando propose une vision pleine d'espoir. Même si tu as eu une enfance difficile, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire. Fais-le un jour à la fois. C'est là que joue un outil pratique que Rolando recommande, le mantra. Répéter des phrases comme « je m'aime » peut paraître simple, mais cela a un impact profond sur notre esprit. Cette pratique quotidienne, bien que simple, peut reprogrammer ton cerveau pour te concentrer sur ta valeur intrinsèque, pas sur la perception des autres. C'est un rappel constant que ton amour-propre ne dépend pas des circonstances externes. Erich Fromm, dans L'Art d'aimer, affirmait que l'amour n'est pas une émotion passive, mais un acte de volonté. Fromm expliquait qu'accepter que quelqu'un ne t'aime pas ne signifie pas échouer en amour, mais honorer l'authenticité de cette connexion. Pour lui, le véritable défi réside dans l'apprentissage de l'amour de soi, avec la même dévotion avec laquelle tu attends d'être aimé par les autres. Rolando pousse cette idée un peu plus loin en parlant de l'amour-propre suprême. Selon lui, ce niveau d'amour-propre ne se limite pas à des affirmations superficielles, mais constitue une décision quotidienne de choisir ce qui te nourrit, ce qui te pousse et ce qui te guérit. L'amour-propre suprême est la base solide à partir de laquelle tu peux construire une vie pleine et authentique. Lorsqu'on fait face au rejet, il est courant de tomber dans l'habitude destructrice de se comparer aux autres. Leon Festinger, créateur de la théorie de la comparaison sociale, a expliqué pourquoi nous avons cette tendance, particulièrement dans les moments de vulnérabilité. Cependant, Rolando défie cette narration en affirmant que, au lieu de te demander ce que l'autre a que toi tu n'as pas, demande-toi ce que tu possèdes que personne d'autre n'a. Construis à partir de là. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas implique aussi d'apprendre à gérer tes émotions de manière saine. Rolando insiste sur l'importance de t'entourer de personnes qui t'encouragent et te nourrissent. Tout comme une Ferrari nécessite un entretien constant, tu dois nourrir ton esprit et ton cœur avec des choses qui te fortifient. Cela inclut chercher des mentors, des thérapeutes ou des amis qui t'aident à sortir de ta zone de confort. Le rejet peut être un appel à prêter attention aux domaines de ta vie que tu as négligés. D'après Rolando, chaque expérience douloureuse est une opportunité de grandir. Le rejet ne définit pas qui tu es, il définit où tu dois travailler pour te renforcer. Au fur et à mesure que nous intégrons ces idées, il est important de se rappeler que le rejet n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, ce qui se passe réellement, c'est que le chemin se libère pour quelque chose de mieux. Mais pour y arriver, tu dois d'abord te réconcilier avec toi-même. À la fin de la journée, accepter que quelqu'un ne t'aime pas est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de quiconque et que tu as le pouvoir de créer une vie pleine de sens et de but. Quelle partie de ces réflexions t'a le plus marqué? Laisse-le dans les commentaires
car je veux que cette conversation soit aussi transformative que le contenu que tu es en train de regarder. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas n'est pas seulement un défi émotionnel, c'est aussi une opportunité de grandir et de construire une relation plus solide avec toi-même. Dans cette partie, nous explorerons des idées profondément transformantes, avec un focus particulier sur les apports de Rolando Goycochea. Nous allons décortiquer des outils concrets qui non seulement t'aideront à accepter le rejet, mais te permettront aussi de redécouvrir ta valeur et de transformer cette expérience en un tremplin pour le développement personnel. Rolando Goycochea a une vision puissante de la manière d'aborder les moments difficiles dans notre vie émotionnelle. L'un de ses principes fondamentaux est le concept de l'amour-propre suprême, qu'il décrit comme la capacité de rester ferme dans ta valeur, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de toi. Selon Rolando, l'amour-propre suprême ne consiste pas à se regarder dans le miroir et à répéter des affirmations vides, mais à se choisir chaque jour, même lorsque l'on se sent moins bien. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment nous pouvons nous reconstruire après un rejet. L'une des méthodes que Rolando propose pour gérer le rejet est la pratique de l'entretien intérieur. Il compare notre relation avec nous-mêmes à l'entretien que l'on accorde à une voiture de luxe. Comment entretiens-tu une Ferrari? Tu ne la laisses pas rouiller, n'est-ce pas? Tu l'amènes chez le meilleur mécanicien, tu la gardes propre et tu la conduis avec soin. C'est ainsi que tu dois te traiter toi-même. Tu es cette Ferrari. Cette métaphore est un appel à investir dans ton bien-être émotionnel, physique et mental comme une priorité, pas comme une option. Mais alors, qu'en est-il de la douleur du rejet? Rolando introduit une question transformante que nous avons déjà mentionnée, mais qui mérite d'être explorée plus en profondeur. Si je m'aimais véritablement et profondément, est-ce que cela me permettrait de ressentir cela? Cette question agit comme un filtre qui t'aide à évaluer quelles pensées, émotions et actions sont cohérents avec l'amour-propre. Par exemple, si tu ressens la tentation de consulter les réseaux sociaux de ton ex, demande-toi si cela te bénéficie réellement. La réponse sera presque toujours non. Erich Fromm apporte également une perspective intéressante sur ce sujet. Dans L'Art d'aimer, Fromm explique que l'amour véritable commence par le respect, et ce respect ne doit pas seulement être dirigé vers les autres, mais aussi vers soi-même. Selon Fromm, accepter le rejet ne signifie pas se résigner, mais avoir le courage de dire « je mérite quelque chose de plus authentique ». Rolando complète cette idée en disant « ce n'est pas ton travail de convaincre quelqu'un de te valoriser, ton travail est de te valoriser toi-même à un tel point que tu n'aies pas besoin de cette validation extérieure ». En plus de ces apports, Rolando propose un exercice qui a transformé des vies. Le mantra « je m'aime moi-même ». Bien que simple, cet exercice a un impact puissant lorsqu'il est pratiqué de manière constante. La répétition de cette phrase, explique Rolando, agit comme un rappel quotidien que ton amour-propre ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu peux être dans le pire moment de ta vie, mais si tu choisis de te répéter « je m'aime moi-même », tu feras un pas vers ta guérison. Lorsque nous faisons face au rejet, il est courant que nos insécurités refassent surface. C'est ici que la théorie de l'attachement de John Bowlby entre en jeu. Bowlby a expliqué que nos expériences de l'enfance façonnent notre façon de nous relier aux autres à l'âge adulte. Si tu as grandi en te sentant rejeté, il est probable que le rejet actuel te fasse plus mal. Mais Rolando nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Même si tu as eu une enfance difficile, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire. Fais-le un jour à la fois, dit-il. Le rejet nous oblige aussi à confronter nos croyances sur l'amour et l'estime de soi. Walter Rizzo suggère que mendier de l'amour est l'une des conduites les plus destructrices que l'on puisse adopter. Mais comme l'explique Rolando, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas ressentir de la douleur ou de la tristesse. Ressentir de la douleur est humain, mais l'amour-propre est ce qui te permet de transformer cette douleur en quelque chose qui te fortifie. En ces moments-là, il est aussi crucial de s'entourer de personnes qui t'encouragent. Rolando insiste sur l'importance de construire un réseau de soutien qui te rappelle ta valeur, même lorsque tu ne la vois pas. Entoure-toi de personnes qui te voient comme la Ferrari que tu es, et non comme une voiture ordinaire, suggère-t-il. Enfin, Rolando introduit l'idée du document, un outil avancé qui consiste à écrire qui tu choisis d'être et à le lire tous les jours comme un rappel de ta grandeur. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas.
et le document est une manière de mieux te connaître. Il explique que cet exercice renforce non seulement ton estime de soi, mais te donne également un but clair pour travailler vers une meilleure version de toi-même. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas est un acte de courage, mais c'est aussi une opportunité de te redécouvrir. Ces outils et réflexions ne t'aideront pas seulement à gérer la douleur du rejet, mais te donneront aussi le pouvoir de transformer cette expérience en une plateforme pour ta croissance. Mais maintenant, j'aimerais t'écouter. Quel outil ou quelle réflexion te semble le plus utile pour ton processus? Laisse-le dans les commentaires, car ta perspective pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent la même chose. Parlons-en. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas est l'une des expériences émotionnelles les plus complexes que nous puissions affronter. Cette douleur ne vient pas seulement du rejet en soi, mais des nombreuses couches de signification que nous donnons à cette perte. Ce n'est pas simplement que quelqu'un ne nous dise pas que cela n'affecte pas des blessures anciennes, des croyances profondes sur l'amour et, dans de nombreux cas, notre perception de notre valeur personnelle. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Ici, nous explorerons les bases psychologiques qui expliquent ce phénomène tout en intégrant des outils pratiques pour vous aider à surmonter cet obstacle émotionnel. L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons du mal à lâcher prise est ce que les psychologues appellent l'investissement émotionnel. Cette théorie, basée sur le principe de la cohérence cognitive de Leon Festinger, soutient que lorsque nous investissons du temps, des émotions et des ressources dans une relation, notre cerveau cherche à justifier cet effort. Lâcher prise impliquerait d'accepter que nos attentes n'ont pas été satisfaites, ce qui génère une dissonance émotionnelle difficile à traiter. En d'autres termes, plus vous avez consacré de temps et d'énergie à quelqu'un, plus il sera difficile d'accepter que cette relation n'a pas fonctionné. Rolando Goycochea complète cette idée en expliquant que l'attachement que nous ressentons n'est pas nécessairement envers la personne, mais envers le récit que nous avons créé à son sujet. Ce qui fait mal, ce n'est pas que quelqu'un ne vous aime pas, mais l'avenir que vous aviez imaginé à ses côtés. Lâcher prise fait mal parce qu'en le faisant, vous laissez aussi partir cet avenir imaginé. Cette approche vous aide à séparer l'attachement des attentes, vous donnant ainsi la clarté pour avancer. Un autre concept pertinent est celui de la dépendance aux liens émotionnels, exploré par la psychologue Hanan Feiser. Feiser a découvert que les connexions romantiques activent des zones du cerveau liées à la récompense, les mêmes qui réagissent à des substances comme la nicotine ou la cocaïne. C'est pourquoi, lorsqu'une relation se termine, nous ressentons quelque chose de similaire à un syndrome de sevrage. Cette réaction chimique peut faire en sorte que, rationnellement, nous sachions que nous devons lâcher prise. Mais émotionnellement, nous nous sentons incapables de le faire. L'approche de Rolando Goycochea est ici cruciale. Il suggère que, plutôt que de résister à la douleur, vous l'affrontez de manière consciente. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'êtes pas prêt à ressentir. La douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre enseignante. Permettez-vous de la ressentir, mais ne restez pas bloqué dans celle-ci. Utilisez cette douleur comme une boussole qui vous montre les domaines qui nécessitent plus d'amour et de soins. Du point de vue de John Bowlby et de la théorie de l'attachement, nos expériences précoces jouent également un rôle important dans notre difficulté à lâcher prise. Si, étant enfant, nous avons vécu l'abandon ou le rejet, il est probable que ces blessures se réactivent lorsque nous faisons face au rejet dans la vie adulte. Cela ne signifie pas que vous êtes destiné à souffrir, mais que vous avez une occasion de réécrire ces récits. Bowlby affirmait que l'attachement sécurisé se développe lorsque nous apprenons à avoir confiance en nous-mêmes et en notre capacité à guérir. Rolando élargit cette idée en introduisant la notion de maternité émotionnelle. Selon lui, si vous n'avez pas reçu l'amour dont vous aviez besoin dans votre enfance, c'est maintenant à vous de vous donner cet amour. Vous êtes l'adulte qui peut réparer les blessures de l'enfant que vous étiez. Cette approche vous donne le pouvoir d'arrêter de chercher chez les autres ce que vous pouvez construire en vous-même. Le psychanalyste Jacques Lacan propose également une perspective intéressante. Lacan croyait que dans les relations, nous ne tombons souvent pas amoureux de la personne réelle, mais de l'image que nous projetons sur elle. Cela signifie que lâcher prise n'implique pas seulement de laisser partir la personne, mais aussi de confronter nos propres illusions. Rolando l'explique de manière pratique. Le rejet n'est pas un jugement sur votre valeur. C'est une occasion de voir la personne telle qu'elle est et en même temps,
de vous voir vous-même avec plus de clarté. Un concept que nous oublions souvent est la tendance humaine à éviter le vide émotionnel. Selon Viktor Frankl, auteur de L'homme en quête de sens, les êtres humains ont besoin d'un but pour aller de l'avant. Lorsqu'une relation se termine, surtout si elle était significative, nous faisons face à un vide qui peut sembler insupportable. Ce vide est ce qui nous pousse à nous accrocher, même lorsque nous savons que lâcher prise est la meilleure chose à faire. Mais, comme le dit Rolando, le vide n'est pas quelque chose que vous devez remplir précipitamment. C'est un espace sacré où vous pouvez redécouvrir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. D'un point de vue neuroscientifique, il est également important de mentionner le rôle des hormones, telles que l'ocytocine et la dopamine. Ces substances, libérées lors des moments de connexion romantique, créent un lien chimique qui ne disparaît pas immédiatement après une rupture. Cela explique pourquoi, même lorsque nous savons rationnellement que quelqu'un ne nous aime pas, nous continuons à ressentir un attachement émotionnel. C'est là que Rolando introduit la pratique du mantra comme un outil pour reprogrammer ton cerveau. En répétant des phrases comme « je m'aime », tu crées de nouvelles connexions neuronales qui renforcent ton sens de la valeur personnelle. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Si tu te répètes assez souvent que tu t'aimes, tu commenceras éventuellement à le ressentir. J'espère que tu apprécies ce contenu, mais j'ai un message très important à te transmettre. Si le contenu que je t'ai partagé t'a aidé, t'a inspiré ou t'a offert un moment spécial, tu peux me soutenir en laissant un super merci. C'est une façon de contribuer à la croissance de cette chaîne, m'aidant ainsi à continuer de créer du contenu de valeur pour toi et pour tout le monde. Prêt? Continuez de profiter de cette vidéo. Dans une petite ville entourée de montagnes, vivait Sofia, une femme qui avait toujours cru que le véritable amour était la réponse à toutes les questions. Elle avait aimé profondément, sans réserve, donnant chaque partie de son être à ceux qui étaient passés dans sa vie. Cependant, un jour, cet amour n'a pas été réciproque. La personne qu'elle avait le plus aimée, Andrés, lui a avoué qu'il ne l'aimait plus. Il n'y a pas eu de cris ni de reproches, juste une douleur sourde qui s'est installée dans sa poitrine, comme si l'air était devenu trop lourd pour respirer. Dans les jours qui ont suivi, Sofia a tenté de comprendre ce qui avait mal tourné. Elle s'enfermait dans sa chambre, repassant chaque conversation, chaque moment passé ensemble, cherchant des réponses dans un puzzle qui semblait sans solution. Ce fut pendant l'un de ces jours sombres que sa meilleure amie, Clara, lui envoya un texte de Fernanda Luján qui disait « On m'a appris à mettre mon cœur dans tout ce que je fais et à faire tout avec amour. C'est pourquoi j'essaie toujours d'être disponible pour un câlin, un café ou une conversation, et surtout pour celui qui en a le plus besoin. Je fais partie de ces personnes qui donnent tout, peu importe ce qui pourrait arriver ou blesser, et tu peux toujours compter sur mon amitié. Si tu te fatigues de moi ou si tu veux partir, je serai toujours là, en attendant toi. » En lisant ces mots, Sofia ressentit un nœud dans la gorge. C'était comme si Fernanda la décrivait, elle, cette femme qui avait toujours été là pour tout le monde, même lorsqu'il ne restait plus rien pour elle-même. Elle continua à lire et arriva à la partie où il était écrit « J'ai été cette personne qui avait peur de la solitude et de l'obscurité, qui dans les nuits les plus froides et solitaires, pleurait sans s'arrêter et se disait simplement « Pourquoi moi ?» Sofia laissa tomber son téléphone et commença à pleurer. Ces mots étaient son miroir, sa vérité la plus douloureuse. Pendant des semaines, elle avait eu l'impression que le monde s'éteignait autour d'elle. Elle avait peur de la solitude, peur de s'accepter sans Andrés, mais dans ces lignes, il y avait quelque chose d'autre, une promesse de lumière au bout du tunnel. Avec le texte de Fernanda résonnant dans son esprit, Sofia prit une décision. Elle ne pouvait plus fuir sa douleur. Elle s'assit devant son ordinateur et chercha des vidéos et des ressources qui pouvaient l'aider à comprendre ce qu'elle vivait. C'est ainsi qu'elle trouva une conférence de Rolando Goycochea où il disait « L'amour propre, ce n'est pas se regarder dans le miroir et se dire qu'on s'aime, c'est se choisir soi-même chaque jour, même lorsque ça fait mal. C'est accepter que certaines personnes ne font pas partie de notre destin, mais que tu seras toujours une partie de toi. » Pour la première fois depuis des semaines, Sofia sentit une étincelle d'espoir. Elle commença à suivre les outils que Rolando proposait dans sa vidéo. Elle écrivit un document sur la personne qu'elle voulait être. « Je suis une femme forte, aimante
et résiliente. Je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé, mais qui s'aime aussi suffisamment pour ne pas avoir besoin que les autres le confirment. Jour après jour, elle répétait le mantra que Rolando suggérait « Je m'aime ». Au début, les mots semblèrent vides. Mais avec le temps, les choses commencèrent à prendre forme. Chaque matin, devant le miroir, elle se disait « Aujourd'hui, je choisis de m'aimer. Aujourd'hui, je choisis d'avancer. » Sofia trouva également du réconfort dans un autre passage du texte de Fernanda Luján. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit simplement d'apprendre à être heureux avec ce que nous avons maintenant, cet amour, ce travail, ce rêve. Et pendant ce temps, il ne nous reste plus qu'à profiter du joli voyage qui commence à peine. Ces mots lui rappelaient qu'elle n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Elle apprit à savourer les petits détails. L'odeur du café le matin, la brise fraîche des montagnes, les messages inattendus de ses amis. Peu à peu, la douleur commença à se transformer en gratitude, non parce que Andrés était parti, mais parce que son départ l'avait menée vers un endroit qu'elle n'avait jamais imaginé, celui de se retrouver avec elle-même. Des mois plus tard, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle trouva un petit carnet dans lequel elle avait écrit ses objectifs des années auparavant. Une des phrases disait « Je veux être heureuse », et à cet instant, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Elle l'était déjà, non parce que quelqu'un l'aimait, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer elle-même. Lorsque Andrés la vit, quelque temps après, il remarqua quelque chose de différent chez elle. Son sourire était plus lumineux, sa présence plus assurée. Il lui dit « Tu as changé, tu es plus heureuse. » Sofia sourit et répondit « Je le suis. » Et pour la première fois, cela n'avait rien à voir avec toi. Le voyage de Sofia ne se termina pas là, mais elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. Lâcher prise n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et comme le disait Fernanda Luján, pendant ce temps, il ne nous reste plus qu'à profiter du joli voyage qui commence à peine. Sofia rentra chez elle ce soir-là, encore avec les paroles d'Andrés résonnant dans sa tête. « Tu as changé, tu es plus heureuse. » Cette phrase, bien que simple, était la preuve de sa croissance. Mais elle ne se laissa pas emporter par la nostalgie. Elle savait que regarder en arrière avec trop d'intensité pouvait être un faux pas. Au contraire, elle décida de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Le présent. Pendant qu'elle préparait un thé, elle sortit du meuble le carnet dans lequel elle avait commencé à écrire ses réflexions et objectifs. Elle avait lu dans une autre vidéo de Rolando Goycochea que l'écriture était un moyen puissant de matérialiser ses émotions, de leur donner une structure. Quand tu écris, tu ne te contentes pas de guérir, tu te construis aussi, disait Rolando. En ouvrant le carnet, elle s'arrêta sur l'une des premières pages où elle avait écrit une phrase qui l'avait accompagnée tout au long de son processus. « Si je m'aimais véritablement et profondément, je permettrais à cette douleur de définir ma vie. » Elle se souvint de la première fois qu'elle avait écrit ces mots. L'encre était coulée sous les larmes qu'elle avait versées en tentant de répondre honnêtement. Aujourd'hui, en les relisant, elle ressentit de la fierté. Elle avait fait du chemin. Ce soir-là, Sofia décida d'écrire une lettre, non pas à Andrés, mais à elle-même. C'était un exercice qu'elle avait appris dans les vidéos de Rolando, qui, selon lui, était l'une des façons les plus transformatrices de se réconcilier avec le passé. La lettre disait « Chère Sofia, je sais que cette période a été difficile. Tu t'es retrouvée face à l'une de tes plus grandes peurs, la solitude. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi, fier parce que tu as choisi le chemin le plus difficile, celui de t'aimer toi-même, fier parce qu'en dépit de la douleur, tu t'es relevé. Tu as compris que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te valide pour te sentir complète. Continue d'avancer. L'avenir que tu imagines commence avec les décisions que tu prends aujourd'hui. » Lorsqu'elle eut terminé d'écrire, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Cette lettre n'était pas seulement un exercice thérapeutique, c'était une déclaration d'intention, un rappel que sa priorité, c'était elle-même. Au fil des jours, Sofia commença à voir de petits changements dans sa vie. Elle sortait plus souvent se promener, quelque chose qui lui semblait insignifiant avant, mais qui était devenu un rituel pour vider son esprit. Elle retrouva aussi sa passion pour la peinture,
une activité qu'elle avait mise de côté pendant sa relation avec Andrés. Chaque coup de pinceau était un acte de réaffirmation, une manière de se reconnecter avec celle qu'elle était avant de se perdre dans la relation. Lors d'une de ses promenades, elle rencontra une femme plus âgée qui peignait un paysage dans le parc. Son nom était Elena, et elle devint rapidement une sorte de mentor pour Sofia. Elena lui dit quelque chose qui resta gravé dans son esprit. L'art, tout comme la vie, n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement être honnête. Sofia et Elena commencèrent à se rencontrer régulièrement, partageant des histoires, des rires et des réflexions sur la vie. Elena avait perdu son mari des années auparavant et avait trouvé dans l'art une façon de guérir. « La solitude n'est pas ton ennemi, ma chère, lui dit-elle un jour. C'est une maîtresse, et si tu apprends à l'écouter, tu découvriras des choses sur toi-même que tu n'avais jamais imaginées. » Ces paroles résonnèrent profondément en Sofia. Pour la première fois, elle cessa d'avoir peur de la solitude. Elle commença à la voir comme un espace sacré, un endroit où elle pouvait s'écouter elle-même sans les distractions du monde extérieur. Mais le processus n'était pas linéaire. Il y eut des jours où le poids du passé la rattrapait, des jours où elle se demandait si elle avait pris les bonnes décisions. Dans ces moments-là, elle se réfugiait dans les mots de Fernanda Luján. « J'ai été cette personne qui avait peur de la solitude et de l'obscurité, mais maintenant je suis sûre que mon tour pour être heureuse viendra bientôt. » Cette phrase était une encre pour Sofia, un rappel qu'elle était dans un voyage, pas une course. Elle apprit à être patiente avec elle-même, à célébrer les petites victoires et à ne pas se punir pour les jours difficiles. Un jour, alors qu'elle rangeait son appartement, elle trouva une boîte avec des souvenirs de sa relation avec Andrés. Au début, elle ressentit une piqûre de nostalgie, mais au lieu de s'accrocher à ces objets, elle décida qu'il était temps de les laisser partir. Elle posa la boîte près de la porte d'entrée et avec un sourire calme, la transporta dans un centre de dons. Ce geste, bien que simple, symbolisait sa décision d'aller de l'avant. Plus tard, Sofia commença à écrire un blog inspiré par son processus de guérison. Elle y partageait des réflexions, des exercices et des extraits de textes qui l'avaient aidé, y compris ceux de Fernanda Luján et Rolando Goicoechea. Son blog devint un espace où d'autres personnes confrontées à des situations similaires trouvaient réconfort et motivation. Dans l'un de ses articles, elle écrit « Accepter que quelqu'un ne t'aime pas ne signifie pas que tu n'es pas digne d'amour. Cela signifie simplement que cette personne ne faisait pas partie de ton chemin et cela, c'est bien. L'important est de ne jamais cesser de faire partie de ton propre chemin. » Avec le temps, le blog gagna en popularité et Sofia reçut des messages de personnes la remerciant de partager son histoire. Ce qui avait commencé comme une façon de traiter sa douleur devint une communauté de soutien et de croissance. Une après-midi, en consultant les commentaires de son blog, elle reçoit un message d'Elena. « Ma chère, je suis heureuse de voir comment tu t'épanouis. Tu es un exemple que l'amour de soi est la base de tout. Continue ainsi, ma chère, le monde a besoin de plus de personnes comme toi. » Ce message fut un autre rappel de la manière dont sa vie avait changé. Sofia n'était plus la femme qui dépendait de l'approbation des autres pour se sentir complète. Elle avait appris à s'aimer, à célébrer ses victoires et à trouver la beauté dans les petits moments. L'histoire de Sofia n'était pas parfaite, mais elle était honnête, comme Elena lui avait appris, et en ce sens, elle suffisait. Chaque pas qu'elle faisait était un acte d'amour envers elle-même, un rappel que son bonheur ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Bien que le chemin ne fût pas toujours facile, Sofia avait appris quelque chose de précieux. Le rejet n'était pas une fin, mais un commencement. Alors qu'elle marchait dans le parc avec le soleil brillant à travers les feuilles, elle sut avec certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Sofia avait parcouru un long chemin dans son processus de guérison, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir des jours difficiles. Elle avait appris que la croissance n'était pas une ligne droite, mais des montagnes russes d'émotions. Parfois, en se promenant dans le parc, elle se souvenait des moments heureux passés avec Andrés, et une petite partie d'elle ressentait de la nostalgie. Cependant, ce n'était plus la nostalgie de quelqu'un qui s'accroche, mais celle de quelqu'un qui a appris à accepter le passé comme une partie importante de son histoire, mais pas comme son destin. Lors d'une de ces promenades,
Sofia rencontra un couple qui se disputait violemment. Elle ne put s'empêcher de ressentir une douleur au cœur en voyant leurs mots se transformer en flèches, cherchant à se blesser mutuellement. Elle se rappela les moments où elle s'était elle-même sentie ainsi, incomprise, blessée, cherchant des réponses dans un océan de confusion. Mais maintenant elle comprend que ces situations étaient inévitables lorsque l'on n'a pas une base solide d'amour de soi. Inspirée par ce moment, elle retourna chez elle et écrivit un nouvel article pour son blog intitulé « L'amour qui ne te détruit pas commence par toi ». Dans cet article, elle partagea une réflexion profonde qu'elle avait apprise tout au long de son processus. Tu ne peux pas espérer construire une relation saine avec quelqu'un d'autre si tu n'as pas d'abord une relation saine avec toi-même. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la racine à partir de laquelle toutes les autres connexions fleurissent. Cet article eut un impact inattendu. Des personnes venant de tous horizons commencèrent à partager leurs propres histoires, remerciant Sofia pour son honnêteté et pour avoir ouvert un espace où elle pouvait se sentir comprise. Pour Sofia, cet échange devient une source d'énergie et de but. Elle ne se voyait plus comme quelqu'un qui avait été rejeté, mais comme une femme qui avait transformé sa douleur en un outil d'aide pour les autres. Un jour, elle reçoit un message inattendu d'Andrés. Il était bref et direct. « J'ai lu ton blog, je suis content que tu ailles bien. Je voulais te dire que je suis vraiment désolé pour la façon dont les choses se sont terminées. » Sofia lut le message plusieurs fois. Elle ne ressentit ni colère ni tristesse, seulement de la gratitude. Elle répondit avec sincérité « Merci pour tes mots. Tout ce qui s'est passé m'a aidé à grandir, et c'est pour ça que je suis reconnaissante. » Ce fut la clôture dont elle avait besoin, pas pour lui, mais pour elle-même. Avec le temps, Sofia se concentra davantage sur son art. Ses tableaux, remplis de couleurs vibrantes et de textures expressives, commencèrent à gagner en reconnaissance dans sa communauté. Elle organisa une exposition intitulée « Renaître », où chaque œuvre représentait une étape de son processus de guérison. Lors du vernissage, de nombreuses personnes s'approchèrent d'elle pour la remercier d'avoir capturé à travers l'art des émotions qu'elles avaient aussi ressenties, mais ne savaient comment exprimer. Parmi les invités se trouvait Elena, sa mentor, qui ne put s'empêcher d'être émue en voyant Sofia entourée d'admirateurs. « Je savais que tu ferais quelque chose de grand avec ta douleur », lui dit-elle en l'embrassant. Sofia sourit et répondit « C'est toi qui m'as appris que la solitude n'est pas l'ennemi. Merci d'avoir cru en moi. » Quelques mois plus tard, Sofia reçut une invitation pour donner une conférence sur son expérience lors d'une conférence sur le bien-être émotionnel. Bien qu'au début elle se soit sentie intimidée, elle se souvint des paroles de Rolando Goycochea. « La peur n'est pas un signe que tu n'es pas prêt, c'est un signe que tu es en train de grandir. » Elle décida d'accepter le défi. Lors de la conférence, Sofia partagea son histoire avec une sincérité qui toucha les cœurs de tous les présents. Elle avait préparé un discours, mais à la fin, elle parla avec son cœur, faisant confiance à ses mots pour trouver leur chemin. Elle clôtura sa conférence par une phrase qui résumait tout ce qu'elle avait appris. « Accepter que quelqu'un ne t'aime pas n'est pas la fin. C'est le début d'une relation plus profonde avec toi-même. Et cette relation, croyez-moi, est la plus importante que vous aurez dans votre vie. » Les applaudissements furent écrasants, mais ce qui toucha le plus Sofia, ce furent les personnes qui vinrent la remercier après la conférence. Une jeune fille nommée Camila lui avoua qu'elle traversait une situation similaire et qu'écouter Sofia lui avait redonné espoir. « Merci de m'avoir rappelé que je ne suis pas seule », dit Camila les yeux pleins de larmes. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sofia se rendit compte de quelque chose d'important. Toute la douleur qu'elle avait ressentie, chaque larme qu'elle avait versée, en valait la peine. Non pas parce qu'elle avait trouvé une nouvelle relation ou un nouvel amour, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Avec le temps, Sofia continua de construire la vie qu'elle avait toujours voulu. Elle publia un livre inspiré de son blog intitulé « L'art de lâcher prise », qui devint un succès inattendu. À travers ces mots, elle toucha des milliers de personnes cherchant du réconfort et des conseils pour leur propre processus de guérison. Mais Sofia ne s'arrêta pas là. Elle ouvrit un petit studio d'art où elle donnait des ateliers, non seulement de peinture, mais aussi de développement personnel. Son objectif était clair, aider les autres à transformer leurs moments les plus sombres en quelque chose de beau. Chaque cours était rempli de personnes qui, comme elle, cherchaient un nouveau départ.
Lors d'un de ses ateliers, elle rencontra quelqu'un de spécial. Il ne s'agissait pas d'une rencontre romantique immédiate, mais d'une connexion sincère basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Au fil des mois, cette relation a fleuri de manière organique, sans les pressions ni les insécurités qui avaient autrefois marqué sa vie amoureuse. Pour la première fois, Sofia a expérimenté un amour qui ne nécessitait pas de sacrifice, mais qui célébrait son individualité. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc avec cette nouvelle personne, Sofia s'arrêta pour admirer le coucher du soleil. Elle se souvint des paroles de Fernanda Luján. Peut-être qu'il s'agit simplement d'apprendre à être heureux avec ce que nous avons maintenant. Et à cet instant, elle sut qu'elle l'avait réussi. Oui, aimer, non pas depuis le manque, mais depuis la plénitude. Elle avait appris que lâcher prise n'est pas perdre, mais libérer. Et le plus important, elle avait appris que la relation la plus importante de sa vie était celle qu'elle entretenait avec elle-même. L'histoire de Sofia n'est pas seulement un récit de transformation personnelle, mais un exemple universel de comment le rejet, bien que douloureux, peut devenir un outil de croissance. Dans cette analyse, nous décomposerons chaque événement clé de l'histoire pour comprendre comment Sofia a réussi à affronter ses peurs, surmonter le rejet et enfin redécouvrir sa valeur intrinsèque. 1. L'impact du rejet initial. Le rejet d'Andrés fut le catalyseur qui amena Sofia à affronter une vérité inconfortable. Elle avait déposé une grande partie de sa valeur personnelle dans la validation d'une autre personne. C'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent dans les relations amoureuses, comme le souligne Rolando Boquea. Lorsque tu bases ton estime de toi sur des facteurs externes, comme l'acceptation de quelqu'un d'autre, tu construis sur un terrain instable. À ce moment-là, Sofia ne faisait pas seulement face à la perte d'André, mais aussi à la confrontation avec ses propres insécurités. La réaction initiale de Sofia, s'isoler, chercher des réponses dans le passé et pleurer, fut naturelle et humaine. Ici, nous pouvons observer comment la théorie de l'attachement de BBI entre en jeu. Les blessures du passé influencent la façon dont nous gérons le rejet dans le présent. Sofia avait l'impression non seulement d'avoir perdu Andrés, mais aussi une partie d'elle-même. Deuxième, l'intervention de paroles inspirantes. Le texte de Fernanda Luján fut un moment crucial dans la narration. Ce message, chargé d'empathie et de réflexion, offrit à Sofia une perspective différente. Peut-être qu'il s'agit simplement d'apprendre à être heureux avec ce que nous avons maintenant. Ces paroles sèment la graine d'une pensée. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses immédiatement. L'important est d'apprendre à apprécier le processus. L'impact de ce texte ne réside pas seulement dans son message, mais dans la façon dont Sofia l'utilisa comme point de départ pour chercher davantage de ressources. Cela démontre que même de petits actes, comme partager des mots d'encouragement, peuvent avoir un effet transformateur dans la vie de quelqu'un. Troisième, les outils pratiques de Rolando Goycochea. L'utilisation des outils de Rolando marqua un changement dans la façon dont Sofia aborda son processus de guérison. Son mantra « Je m'aime moi-même » et l'exercice du document donnèrent une structure à sa croissance. Ces pratiques, bien que simples en apparence, sont profondément efficaces car elles lui permirent de reprogrammer son esprit et de se concentrer sur sa propre valeur. Le mantra ne fut pas seulement une affirmation positive, mais un acte de résistance face au doute et à la douleur. Comme l'explique Rolando, quand tu répètes quelque chose avec intention et constance, tu entraînes ton esprit à l'accepter comme une nouvelle réalité. Cette approche pratique fut essentielle pour que Sofia cesse de dépendre émotionnellement d'Andrés et commence à construire une relation plus solide avec elle-même. Quatrième, l'influence des mentors et des connexions humaines. Elena, la peintre que Sofia rencontra dans le parc, joua un rôle crucial dans son voyage. Sa sagesse et son expérience n'offrirent pas seulement du réconfort, mais aussi de l'inspiration. Elena lui enseigne que la solitude n'est pas un ennemi, mais une opportunité de se reconnecter avec soi-même. Ce message résonne avec l'idée que les relations humaines, même celles qui ne sont pas romantiques, peuvent être profondément guérissantes. La décision de Sofia de s'ouvrir à de nouvelles connexions démontre sa croissance émotionnelle. Elle passa de la peur de la solitude à la recherche de soutien auprès des autres, non pas par besoin, mais par authenticité. Ce changement reflète la façon dont l'amour-propre transforme la manière dont nous nous relationnons au monde. Cinquième, la création et l'impact du blog.
Le blog de Sofia est un exemple parfait de la manière de transformer la douleur en but. En partageant son histoire, elle ne se contenta pas de guérir, mais aida aussi d'autres personnes à trouver de l'espoir dans leur propre processus. Cela souligne une vérité fondamentale. Il est important que lorsque nous osons être vulnérables, nous puissions créer des connexions plus significatives avec les autres. D'un point de vue psychologique, cet acte de partage renforce également son estime de soi. Chaque message de gratitude qu'elle recevait était un rappel que son histoire avait de la valeur, ce qui renforçait sa nouvelle narration personnelle. Elle n'était pas quelqu'un qui avait été rejeté, mais quelqu'un qui avait transformé sa vie. La conclusion avec Andrés. Le message d'Andrés a été un point tournant intéressant. Bien que pour beaucoup cela aurait pu être une opportunité de rechercher une réconciliation, Sofia l'a utilisé comme un moment de clôture. Sa réponse, pleine de gratitude et de maturité, montrait combien elle avait grandi. Elle ne recherchait ni validation ni confirmation de ses progrès. Elle a simplement accepté le message comme une opportunité de réaffirmer que son bonheur ne dépendait pas de lui. La consolidation de son nouveau but, l'exposition artistique, l'atelier et la conférence étaient des symboles de sa renaissance. Chacune de ces expériences représentait un pas de plus vers son indépendance émotionnelle et sa capacité à inspirer les autres. Le succès de ces activités ne se mesurait pas en termes externes, comme le nombre de participants ou les éloges, mais en fonction de la manière dont elle renforçait sa relation avec elle-même. La rencontre avec Camila, la jeune fille qui s'est inspirée de sa conférence, a été un rappel que sa douleur avait un but plus grand. Ce moment a montré que les expériences peuvent devenir des outils puissants pour aider les autres. Conclusion de la narration. L'histoire de Sofia nous enseigne que le rejet n'est pas un reflet de notre valeur, mais une opportunité de redécouvrir qui nous sommes. Chaque décision qu'elle a prise, chercher de l'aide, pratiquer l'amour-propre, se reconnecter avec ses passions et partager son histoire, a été un acte de courage qui l'a menée à construire une vie plus pleine et authentique. En tant qu'audience, cette histoire nous fait réfléchir à nos propres expériences. Qu'avons-nous appris des moments où nous avons été rejetés? Comment avons-nous transformé cette douleur en quelque chose de significatif? Fais-moi savoir dans les commentaires comment cette histoire a résonné en toi et quelle partie de l'histoire de Sofia t'a le plus inspiré. Invitation finale à l'audience. Cet espace est conçu pour que tu interagisses, pour que tu partages tes pensées et émotions. Quelle leçon de cette histoire peux-tu appliquer dans ta vie? As-tu vécu quelque chose de similaire à ce que Sofia a traversé? Raconte-nous ton expérience, car ta voix peut aussi être une source d'inspiration pour d'autres lecteurs. Je t'attends dans les commentaires. Je veux m'adresser directement à toi, qui regarde ceci. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi penses-tu qu'il est si difficile de laisser partir une relation qui ne te fait pas de bien? Prends un moment pour réfléchir à cela. Est-ce à cause du temps que tu as investi? Des promesses que tu as faites ou qu'on t'a faites? De la peur de te retrouver seul? Réfléchis avec moi, car ces réponses pourraient ouvrir une porte que tu n'avais pas envisagée. Maintenant, j'aimerais te poser une autre question. Si cette relation te fait plus de mal qu'elle ne te procure de bonheur, pourquoi t'y accroches-tu encore? Et je ne te le demande pas par jugement, mais par curiosité. Peut-être que la réponse réside dans la peur, dans l'insécurité, ou comme nous l'avons mentionné précédemment, dans cette narration que nous construisons sur ce que cela aurait dû être. Mais attention, car ce que je vais te dire pourrait tout changer. Et si le problème n'était pas de lâcher cette personne, mais de lâcher l'idée que cette relation définit ta valeur. Imagine un instant que quelqu'un d'autre te raconte sa situation. Pense à un ami ou une amie qui te dirait « Je reste dans cette relation parce que je ne veux pas être seul ». Que lui dirais-tu? Lui dirais-tu que cela vaut la peine de sacrifier sa paix mentale juste pour éviter la solitude? Maintenant, donne-toi toi-même ce conseil. Pourquoi mériterais-tu quelque chose de différent? Quand tu te parles à toi-même, es-tu aussi bienveillant que tu le serais avec ton meilleur ami? Si la réponse est non, alors c'est là que le travail commence. Et voici la prochaine question. Comment serait ta vie si tu pouvais te parler avec amour, respect et empathie? Imagine-toi te réveillant chaque jour avec la certitude que tu es suffisant, que tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour te sentir complet. Cet exercice que nous faisons maintenant en réfléchissant ensemble fait partie de la méthode socratique.
Je t'invite à continuer à explorer ces questions. Que gagnes-tu en t'accrochant à quelque chose qui te fait mal? Et qu'est-ce que tu pourrais gagner si tu choisis de lâcher prise? Si les réponses ne viennent pas immédiatement, c'est bien. Le simple fait de te poser des questions est déjà un acte de courage. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose qui te rend heureux, même si c'est petit. Peut-être qu'il s'agit d'un coucher de soleil, d'une chanson, d'une tasse de café. Comme disait Fernanda Louchan dans le texte que nous avons partagé précédemment, il s'agit peut-être simplement d'apprendre à être heureux avec ce que nous avons maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce petit mais magnifique élément que tu as en ce moment et que tu peux apprécier. Écris-le dans les commentaires. Je veux te lire. Je veux savoir quelles petites choses remplissent ta vie de lumière, même dans les moments sombres. Je veux aussi que tu te poses cette question. Quelle histoire écris-tu sur ta vie en ce moment? Est-ce une histoire de souffrance et de stagnation ou est-ce une histoire de transformation et d'espoir? Et si l'histoire que tu écris ne te plaît pas, qu'est-ce que tu peux changer à partir d'aujourd'hui pour qu'elle soit différente? Parce que laisse-moi te dire quelque chose, tu as le pouvoir d'être le protagoniste d'une narration complètement nouvelle. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.